Il y a des Auvergnats à Paris depuis plusieurs siècles, mais ils furent longtemps si divers et si dispersés qu'ils ne se connaissaient pas. La noblesse d'Auvergne, comme toutes les autres, venait se mettre au service du roi. À sa suite, au XIXe siècle, les notables d'origine auvergnate qui espéraient briller dans tous les domaines, politiques, économiques, culturels, se regroupèrent à Paris avec leurs semblables venus de toute la France et même de l'étranger. Le développement de l'économie moderne et de l'État centralisé dirigea également vers la capitale de nombreux employés, fonctionnaires, intellectuels, issus des classes moyennes et des petites villes de chez nous, et qui avaient pu poursuivre quelques études. Mais ce qui fit l'originalité de la colonie auvergnate de Paris, ce fut l'importance de l'émigration populaire issue de la paysannerie. Des originaires de Basse-Auvergne, d'abord, exercèrent à Paris de fort modestes métiers, à l'exemple des marchands de charbon de Brassac qui, par l'Allier, le canal de Briare et la Seine, venaient vendre leur combustible, ainsi que le bois du bateau découpé en bûches, et repartaient à pied. De là, l'émigration atteignit les montagnes de l'arrondissement d'Issoire, puis le Cantal, et enfin l'Aveyron et la Lozère. Quel que soit leur département d'origine, ces hommes étaient très semblables dans leur mode de vie, leur mentalité et leur langage. Tous furent de ce fait, à Paris, des Auvergnats, entre lesquels personne, à commencer par les intéressés eux-mêmes, ne faisait de distinction. Les métiers de ces gens sans instruction et sans formation, mais pleins de courage, étaient les nombreux métiers de la rue qui abondaient dans les villes d'autrefois, que la révolution industrielle ne fit pas disparaître, mais au contraire multiplia, pendant un certain temps tout au moins. Hommes de peine, portefaix, manœuvres, terrassiers, aiguiseurs de couteaux, frotteurs de parquet, marchands ambulants, cochers. Faisons un sort particulier à la fonction de porteur d'eau, qui employa d'innombrables Auvergnats. C'est d'elle en effet qu'est née, par reconversion, après l'adduction généralisée, l'orientation des Auvergnats vers le commerce du vin et des boissons dans lesquelles ils devaient acquérir une grande renommée. En effet, beaucoup de porteurs d'eau vendaient du charbon en hiver, les deux activités ayant des mortes saisons inversées. Quand l'eau fut dans toutes les maisons, renouvelant le miracle de Cana, ils vendirent du vin. Certains, à cette époque, où n'existait nulle cantine d'entreprise, servaient aussi de la nourriture, le plat du jour en quelque sorte. Début de l'orientation vers la restauration. Enfin, quelques-uns ouvrirent des chambres où ils hébergeaient les nombreux travailleurs séparés de leurs familles, que le développement de la métropole parisienne attirait de tous les points de France et même d'Europe. Ce furent les premiers hôteliers auvergnats. Comme on le voit, les caractéristiques communes des métiers auvergnats étaient l'indépendance et la possibilité d'augmenter ses gains par un surcroît de travail et de serviabilité, le tout se traduisant par des pourboires. L'Auvergnat semble avoir été rebelle au travail en usine, qui draina
tant de ruraux en ce XIXe siècle. C'est le reflet de l'indépendance acquise chez nous dans l'agriculture, où domine la petite propriété, et aussi des perspectives des émigrants. Leur esprit restait au village, dans leur famille. Eux ne partaient que pour quelques mois d'abord, puis quelques années. Ensuite, ils revenaient reprendre l'exploitation familiale. Avec l'argent amassé au prix de rudes efforts et d'économies forcenées, ils pouvaient indemniser les frères et sœurs, rénover les bâtiments de la ferme, voire acheter quelques parcelles supplémentaires. Ce n'est que peu à peu que les ambitions grandirent. À cet égard, il faut signaler l'importance capitale dans l'histoire de la colonie auvergnate de Paris des ferrailleurs originaires pour la plupart des vallées rayonnantes du Puy-Marie et dont l'origine remonte, semble-t-il, à la tradition aurillacoise de la chaudronnerie. Outre le fait qu'ils ont donné aux Auvergnats un quartier symbolique, celui de la Bastille, et plus particulièrement les rues de Lappe et de la Roquette, ils ont été les premiers parmi lesquels se sont édifiés de grandes fortunes. Ils ont ainsi fouetté les ambitions des autres. Rares, cependant, sont ceux des émigrants qui sont vraiment partis à Paris pour faire fortune. La plupart se sont contentés d'améliorer peu à peu le niveau de leur commerce, investissant largement du bas vers le haut, le secteur de la limonade. Ils étaient aidés par la croissance de la population parisienne et de son pouvoir d'achat. Signalons aussi l'action des pouvoirs publics qui, par des contrôles multiples, ont poussé constamment à l'amélioration de la qualité, même s'il en résultait une hausse des prix. Cette élévation du standing se fit sentir dans d'autres domaines de l'action auvergnate. Les laitiers nourrisseurs ont été à la tête d'affaires importantes. Les marchands de chiffons sont devenus brocanteurs. Les frotteurs de parquet et les aiguiseurs de couteaux avaient parfois de grosses clientèles qu'ils revendaient un bon prix lors de leur départ. Il n'en reste pas moins que cette évolution a été très lente. Pendant longtemps, les humbles émigrants auvergnats trimaient dur et étaient l'objet de brimades de la part des autorités et de moqueries de la part des Parisiens. C'était le temps du charabia, langue des Auvergnats, nous dit le Larousse du XIXe siècle, et du fouchtra, ce juron qu'aucun Auvergnat n'a jamais prononcé. Les écrivains font écho à cette légende noire. Balzac, Eugène Sue, Victor Hugo et surtout Labiche dans sa pièce « Le misanthrope et l'Auvergnat », écrite en 1852. Outre les souffrances morales, nos émigrants étaient guettés par la misère et la déchéance en cas de maladie et de revers.